Bonjour, le cours d'aujourd'hui porte sur les varistances, un des composants très utilisés pour la protection des circuits électriques et électroniques. Et on va traiter un exemple de matériaux utilisés notamment pour la protection de ces circuits. Comme introduction, on trouve des exemples de composants utilisés pour protéger les circuits électriques et électroniques contre les surtensions. Comme vous le savez, souvent on se trouve avec des surtensions. Donc pour améliorer la durée de vie et la robustesse des systèmes, on utilise ces composants. La protection peut se faire de deux manières. Soit on peut parler d'une protection en série. Dans ce cas, on utilise ce qu'on appelle les fusibles et les thermistans CTP. Rappelez-vous, les thermistans CTP, on a déjà vu ces composants dans la partie précédente, à base de matériaux spinel ou de BaTiO3 dopé. Pour la protection en parallèle, on trouve trois exemples de composants ou de dispositifs. On trouve ce qu'on appelle les éclateurs à gaz, comme vous voyez ici. On trouve les diodes Zener et on trouve les varistances. Si on parle brièvement des éclateurs à gaz, en fait, ce sont utilisés souvent pour des perturbations relativement lentes, de longue durée et de forte intensité. Là, on peut citer l'exemple des foudres. Ces foudres, avec la tension et avec l'énergie qu'ils disposent, on préfère utiliser les éclateurs à gaz. En fait, ces éclateurs, ils ont un temps de réponse de l'ordre de la microseconde, mais ils subissent un vieillissement très rapide, impliquant une perte d'efficacité. Ça, c'est parmi les inconvénients des éclateurs à gaz. Pour les diodes Zener, ils présentent des temps de réaction de quelques nanosecondes et de forte résistivité à basse tension. Mais l'inconvénient qu'ils sont limités par leur capacité à dissiper des énergies supérieures à quelques joules et aussi par un échauffement rapide en cas de surtension prolongée. C'est pour ça ces dispositifs à base de semi-conducteurs sont réservés aux applications de basse tension telles que les circuits électroniques. Pour les varistances, les composants qui font l'objet de ce cours, l'avantage de ces composants, c'est qu'ils présentent des temps de réaction de l'ordre de quelques nanosecondes et ils disposent d'une importante capacité d'absorption d'énergie. Et aussi peuvent couvrir une large gamme de tensions de fonctionnement, c'est-à-dire on peut l'utiliser pour les basses tensions comme on peut les utiliser pour les hautes tensions. Pour la composition, on verra que les varistances sont constituées de céramiques semi-conductrices polycristallines, par exemple donc, le carbure de silicium, mais le matériau le plus utilisé actuellement c'est les varistances à base de l'oxyde de zinc, ZnO. Pour comprendre le principe de fonctionnement de ces varistances, dans ce slide, vous allez voir un exemple illustrant comment une varistance fonctionne en présence d'une surtension et en régime nominal, c'est-à-dire sans incident électrique. Là, regardez dans cet exemple, ici on illustre le système à protéger par une lampe que vous voyez ici, ou bien une ampoule. Et là, c'est la varistance. En fait, dans un régime nominal, la varistance ne doit pas perturber le système et donc être la plus isolante possible. C'est-à-dire, la varistance doit disposer d'une valeur de résistance très élevée. Et comme vous voyez ici, dans le schéma, on voit les électrons parcourant le circuit. Vous voyez ici, ils parcourent l'ampoule sans passer par la varistance. Prenons le cas où on est en surtension.
Dans ce cas, la varistance, il va devenir conductrice, c'est-à-dire il va posséder une conductivité très élevée dans l'objectif de dévier la surcharge et donc limiter le courant au travers du circuit protégé. Et comme vous voyez ici, les électrons, là c'est marqué en orange, les électrons qui vont parcourir le circuit dans le cas ou bien suite à une surtension. Donc là, l'excès d'énergie, il va passer par la varistance, qui va devenir, comme j'ai dit, conductrice en cas de surtension, dans l'objectif de protéger l'ampoule. Donc vous voyez ici les électrons qui vont parcourir ici le circuit sans aucun incident ou bien sans aucun impact sur le système à protéger. Voilà le principe de fonctionnement d'une varistance. Les varistances, si on veut les définir, ils appartiennent d'abord à la famille des composants électroniques passifs. On peut dire aussi que la varistance est une résistance dont la valeur est une fonction de la tension appliquée, c'est-à-dire la valeur ou bien la résistance du composant change avec la tension appliquée. C'est-à-dire, comme on a vu en régime nominal, la résistance est très élevée, mais en surtension, la résistance du composant devient faible pour permettre le passage de l'excès ou bien pour absorber l'énergie, l'excès d'énergie qui traverse le circuit électrique. C'est pour ça, dans le cas où on a une décharge qui intervient, le courant augmente soudainement et dans ce cas, la résistance diminue immédiatement. Et le courant passe à travers la varistance, protégeant ainsi le dispositif. Je répète toujours, la varistance a pour objectif de protéger les circuits électriques et électroniques contre les surtensions instantanées. Les premières varistances utilisées étaient à base de carbure de silicium, donc c'était dans les années 50, comme vous voyez ici. Donc il s'agit ici de varistance à base de carbure de silicium. Mais à partir des années 70, on utilisait les varistances à base de zénénon dopé, l'oxyde de zinc. Elle possède une structure hexagonale compacte dans laquelle les atomes de zinc occupent la moitié des sites tétraédriques. Là, vous voyez les paramètres de May. Juste entre parenthèses, le zénénon est l'un des matériaux très utilisés, non seulement dans les varistances, on trouve d'autres applications dans des capteurs, parce que c'est un oxyde semi-conducteur, dans les conducteurs transparents aussi. Donc c'est un matériau très utilisé. Souvent, il est, comme vous voyez ici, non stoichiométrique. On trouve soit des excès d'éléments métalliques, soit des fois des lacunes d'oxygène, c'est-à-dire un composé qui possède des défauts. On a vu des exemples des défauts qu'on peut avoir dans les matériaux cristallins. Pour comprendre les caractéristiques électriques et comment ça fonctionne une varistance dans un circuit électrique, dans cette courbe, vous avez l'évolution de la densité de courant, ou bien de l'intensité, donc on peut trouver J ou bien I, en fonction de V, et dans notre courbes, vous pouvez trouver en fonction du champ électrique E, variation de J en fonction de la tension V. Et ce qui caractérise ces varistances, c'est qu'ils sont des résistances non linéaires, vous voyez. Donc on va essayer de comprendre ou voir les différentes zones dans cette caractéristique. Là, généralement, on les définit par 3 ou 4 zones. On va les décrire, bien sûr, et vous allez voir comment évolue cette densité de courant en fonction de la tension V. D'accord? Parlons de la première zone, c'est-à-dire le cas où il n'y a pas d'incident, c'est-à-dire on est dans le cas où on parle de la conduction ohmique, c'est-à-dire V égale à RI, et le courant qui passe est très faible, donc il n'y a pas d'incident dans le circuit. La deuxième zone, on l'appelle la zone de préavalanche
Des fois, vous trouvez dans d'autres courbes 1 plus 2, 1 plus 2, c'est la même, c'est une seule zone, il constitue une seule zone. Mais là, je vais aller tout doucement pour décrire la courbe caractéristique. Pour la zone 2, j'ai dit la zone de pré-avalanche, on dit que la conduction est thermiquement activée, c'est-à-dire elle correspond au fonctionnement du composant en l'absence de toute perturbation électrique, mais on dit que le composant est prêt en cas d'incident ou bien d'incident électrique d'absorber l'excès d'énergie et de protéger le circuit. Suite à la zone 2, on trouve la zone 3. Et vous voyez ici que dans cette zone, qu'on l'appelle d'ailleurs la zone d'avalanche, que la courbe ou bien la loi d'Ohm n'est plus existant. Et on parle d'une zone non linéaire. Et c'est dans cette zone où il y a l'effet varistant, c'est-à-dire l'effet qui va permettre de protéger le circuit électrique. Dans cette zone, les valeurs de la densité de courant J sont comprises entre quelques dizaines de milliampères par centimètre carré et quelques dizaines d'ampères par centimètre carré. Et dans cette zone, on exprime J, la densité du courant, égale kV alpha. Avec alpha, on l'appelle le coefficient de non-linéarité. Et on verra l'intérêt ou bien comment ce facteur, de quoi il dépend et quelle est, c'est-à-dire la relation. On verra après la relation entre ce alpha et la microstructure du composant. Les varistances sont caractérisées dans cette zone aussi par ce qu'on appelle la tension seuil VS, que vous voyez ici. Soit VS, comme j'ai dit dans certains cours, vous pouvez trouver ES, le champ seuil. Et bien, ce champ, cette tension seuil est la tension pour laquelle on considère que la varistance change de régime de conduction entre le régime isolant et le régime conducteur non linéaire. Et c'est important, cette tension seuil, on verra après, ce qu'elle dépend de la microstructure. Donc on va essayer de montrer la relation entre la microstructure du composant et la tension qu'on appelle la tension seuil ou bien le champ seuil. Et donc là on parle d'un mécanisme de conduction qui correspond à un franchissement par les électrons libres de barrières de potentiel localisées au joint de grain. Là j'insiste donc à chaque fois à la microstructure parce que cette caractéristique dépend fortement de la microstructure du composant. Quand je dis la microstructure, je parle de la taille des grains, je parle des joints de grains, je parle de la porosité. Donc on a déjà vu la microstructure d'un matériau. Et donc là, il faut savoir, des fois, dans l'élaboration de ces composants, on travaille beaucoup sur la composition pour essayer de trouver une relation entre la composition chimique, l'effet varistance et notamment la tension seuil et comment on peut protéger ces circuits électriques. Pour la quatrième zone ou la zone de saturation, en fait dans cette région, on a des densités de courant élevées. Dans ce cas, la conduction est limitée par la résistivité des grains et non plus par les barrières de potentiel aux joints de grains. Je répète ici, la microstructure a une grande importance sur l'effet varistance. Là, quand je parle de barrière de potentiel, ça veut dire qu'au niveau des joints de grains, on a une barrière de potentiel qui permet d'avoir des résistances très élevées. Mais j'insiste ici sur le fait que dans la zone 3, l'effet varistance dépend essentiellement des joints de grains. Parce que cette barrière, normalement, existe au niveau des joints de grains. C'est pour ça que j'insiste ici sur l'effet de la microstructure. Mais dans la zone 4, c'est la résistivité des grains qui est déterminante dans la conduction. C'est-à-dire, ce n'est plus les joints de grains qui peuvent jouer ces rôles. Parce que l'objectif après, on va essayer de comprendre, on va traiter l'exemple de Zédénon, de comprendre la relation entre l'effet
varistance et la microstructure. Donc c'est principalement cet effet lié à des barrières de potentiel qui se forment au niveau des joints de grains. Et ce barrière est formé grâce, on verra, à la composition chimique d'une part, et aussi, c'est-à-dire on peut déterminer le choix, on peut choisir le bon élément pour effectivement générer cette barrière au niveau des joints de grains. Et bien sûr, cette microstructure va aussi impacter la valeur du champ seuil, c'est-à-dire la valeur de Vs pour laquelle, au moment d'une surtension, on a un effet varistance permettant de protéger le circuit électrique. Voilà, donc là, on peut dire pour Vs, la transition a lieu entre la zone isolante et la zone non linéaire. Elle est généralement déterminée pour une certaine valeur de densité de courant électrique équivalente de 1 mA par centimètre carré, c'est-à-dire ici, là, 1 mA par centimètre, on peut déterminer la valeur de Vs. Pour alpha, on verra après, il varie entre 30 et 100. Là, plus alpha, la valeur de alpha est grande, plus l'effet varistance est important. Donc là, la valeur alpha illustre aussi l'importance de l'effet varistance du composant, ou bien l'effet de protection du composant. Regardez ici, on peut voir ce qui se passe dans la zone de la non-linéarité. Ici, vous avez l'évolution de la résistivité en fonction du champ E ou bien du V. Regardez ici. Là, c'est la zone ohmique, aucun incident. Mais une fois on a une surtension, vous voyez que la résistance du composant chute. Pourquoi il chute? C'est pour absorber l'énergie et donc protéger le circuit, ou bien le système à protéger. Et après, une fois on dépasse la zone d'inertion, on part, ou bien on a ce qu'on appelle la zone de saturation. Là, c'est la variation de la résistivité d'une varistance en fonction de la tension ou bien du champ avec le champ électrique appliqué. Voilà, donc j'ai parlé de quelques caractéristiques électriques. Comme j'ai dit, le alpha, on l'appelle le coefficient de non-linéarité. Plus alpha est élevé, plus la protection sera efficace. Prenons l'exemple de carbure de silicium. Alpha est inférieur à 10. Pour les zénons dopés, on a des valeurs très élevées. C'est pour ça, cette valeur justifie le choix de l'utilisation de zénons comme matériau dans les varistances. Alpha varie entre 30 et 100. Alpha dépend de la physicochimie des joints de grains, c'est-à-dire de la composition, de la structure, la microstructure des défauts. Les propriétés électriques dépendent étroitement de l'homogénéité de la microstructure. Et là, c'est pour ça, dans cet exemple, on voit bien, on verra par la suite, l'importance et la relation qui existe entre la microstructure et l'effet varistance. C'est-à-dire, on peut, grâce au contrôle et au choix de la matière première et aussi à la microstructure, on peut préparer, c'est-à-dire on peut élaborer des varistances pour protéger par exemple des circuits contre les hautes ou bien très hautes tensions, le cas des parafoudres, c'est-à-dire on peut utiliser aussi les zénons pour protéger les lignes haute tension contre les foudres. Ce sont des exemples d'application de ces varistances à base d'oxyde de zinc. Donc le prochain cours, on va traiter l'exemple de zénon et on va essayer de voir comment la microstructure a un effet sur ces paramètres.